Parce que là où il y a des insectes, il y a souvent des plantes. Vous les avez vues sur les quelques diapos, notamment de Virginie. Et donc, on a voulu, un peu dans le même esprit, vous apporter une séquence sur ces plantes incroyables. Là aussi, hein, vous l'avez vu avec les diapos de Serge Berthier, ces petites bestioles qu'on connaît sans connaître. Vous voyez que quand on change d'angle, quand on change d'échelle, elles sont assez stupéfiantes. Eh bien, les plantes, c'est probablement un peu pareil. On les a un peu banalisées dans notre environnement quotidien quand on a la chance de les croiser. Certains ne les croisent plus assez, notamment nos enfants des villes. Mais elles ont des capacités exceptionnelles. Et la table ronde qui suit va être animée par Eléa Eberlé, qui accueillera ensuite ses invités. Mais dans un premier temps, je voudrais qu'on accueille Eléa Eberlé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Eléa. Je vous laisse gérer votre table ronde et vos échanges, mais je sais que vous étiez très contente qu'on parle des plantes et pas que des bestioles. Oui, du coup, je veux commencer par remercier les organisateurs de la Biomime Expo d'être venus me chercher pour animer cette table ronde. C'est très important parce qu'on constate encore en 2022 que dans les sociétés occidentales, les plantes sont relativement marginalisées. On a quand même une société qui est relativement zoocentrée, voire zoo-chauviniste, et on est un peu tous aveugles aux plantes. Donc c'est bien de le rappeler par ce genre de table ronde. Merci beaucoup. On est ravis de le faire avec vous. Merci beaucoup. Voilà, d'autant plus qu'elles représentent l'essentiel de la biomasse terrestre et qu'elles sont à la base de toutes nos chaînes alimentaires, de tout notre système de santé, de toutes nos productions. Si on cherche assez loin, même les énergies fossiles nous viennent des plantes. Mais heureusement, ça change un peu. Et pour vous le montrer lors de cette table ronde, j'aimerais inviter Théva Vernou et Ludovic Vincent à me rejoindre sur scène. Est-ce que Ludovic Vincent est dans la salle? Pas du tout. Très bien. Si quelqu'un sait où est Ludovic Vincent, nous l'appelons. Mais on va commencer. Voilà, sinon on va être tous les deux. Donc Théva, je vous invite à vous asseoir. Vous êtes chercheur en biologie végétale et directeur de recherche au CNRS, dans l'équipe signalisation hormonale et développement au sein du laboratoire. Oui. Alors, si Ludovic Vincent n'est pas là, ce qui est une surprise, s'il y a quelqu'un de l'entreprise Biomed, Biomed est exposant, donc il doit bien y avoir d'autres personnes. Personne dans la salle, eh bien, je vais aller chercher quelqu'un de l'entreprise Biomed. Désolé. Pas de problème. Donc nous sommes avec Théva, qui travaille au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'ENS de Lyon. Théva, vous travaillez sur les liens entre la phyllotaxie, donc l'organisation des organes végétaux, si j'utilise la bonne définition, et son lien avec l'architecture. Et donc je vais vous laisser tout de suite expliquer un peu votre travail. Super. Merci beaucoup, Eléa. Bon, je vais faire comme les autres, je vais me lever, c'est plus participatif. Donc, effectivement, moi je suis directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de reproduction des plantes situé à l'ENS de Lyon. Et ce que je vais essayer de faire là, c'est de vous montrer un petit peu ma recherche, mais aussi comment ça a assez naturellement conduit vers une application en biomimétisme qui date pas d'hier. Hein. C'est des choses que j'ai commencé il y a plus de 20 ans maintenant, avec un architecte. Je pense qu'il faut mettre le micro un peu plus près. Ouais, avec un architecte, pardon, Nicolas Vernutello, qui se trouve être mon frère également. Et donc c'est pour ça que vous avez tous ces différents logos, mais on ne voit pas ma présentation. Ah oui, c'est parce que j'ai pas, voilà, c'est mieux. C'est pour ça que vous voyez tous ces différents logos, donc le logo du RDP, mais également donc In situ Architecture, qui est l'agence d'architecture de mon frère. Et on a créé maintenant, il y a 2 ans, un bureau d'études qui s'appelle In situ Lab, donc pour porter ce genre d'approche. Mais pour commencer, donc, je vais vous dire un mot sur ce qu'on fait dans le laboratoire reproduction et développement des plantes. Hein. De manière générale, ce qui intéresse en fait les chercheurs dans le laboratoire, hein, donc,
C'est l'analyse multi-échelle du développement reproductif des plantes et son évolution. Donc, qui dit développement reproductif dit fleurs et graines, hein. Donc c'est une recherche qui a potentiellement une portée applicative extrêmement importante, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que les graines, hein, ça constitue la majorité de notre alimentation. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment une recherche qui est fondamentale, qui va partir non seulement des réseaux moléculaires qui contrôlent les développements, jusqu'au fonctionnement des cellules au sein du tissu. Comment ça va permettre en fait l'émergence de la forme et de la fonction des fleurs, ensuite des graines. Et on utilise toute une variété de modèles végétaux de manière justement à poser cette question de l'évolution en comparant comment la fleur se développe dans tout un ensemble d'espèces, hein. Au cœur de nos approches, il y a également une utilisation de la multidisciplinarité avec ce qu'on appelle des approches de type biologie des systèmes, c'est-à-dire dans lesquelles on va non seulement essayer de comprendre un mécanisme de façon isolée, mais également intégrer tout un nombre de paramètres, utiliser également des approches de modélisation de manière à comprendre le développement de ces plantes. Et on développe aussi beaucoup d'approches de type biomécanique pour comprendre comment les propriétés mécaniques d'un tissu peuvent contribuer à l'émergence d'une forme ou d'une fonction. Et derrière, il y a un certain nombre d'applications, donc beaucoup sont assez traditionnelles, tournées vers des entreprises, hein, notamment pour de la sélection, mais également des choses comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis si vous êtes là demain, vous verrez également un autre membre du laboratoire RDP, Olivier Hamon, qui va vous parler d'une autre facette en fait, des applications qui peuvent découler des recherches qu'on fait. Donc juste brièvement, hein, je ne vais pas m'étendre, hein, donc ça c'est un peu l'ensemble, le panel d'approches qu'on utilise, hein, qui va de la génétique moléculaire jusqu'à l'imagerie multi-échelle, c'est-à-dire au niveau de la cellule, au niveau du tissu entier jusqu'à la plante entière. Également des approches de biophysique, comme je le disais, pour mesurer en fait ces propriétés mécaniques des tissus, jusqu'à la modélisation en fait de l'émergence de la forme chez les plantes, et donc pour permettre cette analyse interdisciplinaire de la morphogénèse. Et donc derrière, évidemment, il y a tout un enseignement et une formation interdisciplinaire pour faire passer cette connaissance auprès des élèves. Alors, pour vous illustrer un petit peu plus précisément le genre de choses qu'on fait, je veux dire, par ma recherche, ce qui vous a peut-être jamais frappé, parce que comme disait Eléa, notre société a tendance à être beaucoup centrée sur les animaux et un peu oublier les plantes, mais je vous ai mis à gauche là un embryon d'Arabidopsis, hein, l'arabette des prés, qui est un modèle classique en plante, et un de ceux sur lesquels je travaille. Et donc c'est une structure extrêmement simple, avec une tige embryonnaire, une petite racine, des feuilles embryonnaires. Et à droite, vous avez l'inflorescence en fait, d'Arabidopsis. Donc vous pouvez voir qu'on est parti d'une structure extrêmement simple à quelque chose de beaucoup plus développé. Et toutes les plantes que vous rencontrez dehors, ça se passe exactement comme ça. C'est-à-dire que l'embryon, c'est une ébauche en fait, minimale de la plante. Et la plante va construire là-dessus, tout au long de sa vie, un organisme beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que la construction des plantes est une construction permanente et dynamique, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait comment la plante construit des architectures. Ce que vous voyez dans l'exemple d'Arabidopsis, là c'est une architecture de type spiralé, où toutes ces fleurs sont distribuées en fait selon une spirale le long de l'axe de croissance, hein. Donc la phyllotaxie, comme le disait Léa, c'est la distribution géométrique des organes le long de l'axe de croissance. Et cette géométrie, elle émerge en fait à l'extrémité de la tige, entre toutes les petites fleurs là, que vous voyez au centre. Si on zoome là-dessus, okay, on va avoir ce genre d'organisation. Et si on zoome encore au centre, donc là c'est une image que j'avais prise moi-même d'ailleurs par microscopie confocale, vous avez un marqueur en fait, qui vous permet de visualiser les différentes fleurs. Et donc vous voyez que la géométrie en fait émerge au sein de ce tissu, à l'extrémité de la tige, et qu'on va avoir un angle en fait entre des fleurs consécutives, hein, qui va être en fait proche de l'angle d'or, hein, 137, avec tout un ensemble de propriétés liées à la suite de Fibonacci, dont je suis content de discuter, mais je n'aurai pas beaucoup le temps aujourd'hui. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est comprendre comment cette dynamique en fait émerge au niveau du tissu. Et juste pour vous montrer un exemple un peu plus concret, ça c'est un film à gauche qui vous montre la distribution en fait dans le temps d'une hormone végétale qu'on appelle l'auxine. Si vous faites du jardinage, vous avez déjà fait des boutures, vous avez déjà entendu parler d'auxine. C'est une hormone fondamentale en fait pour le développement des plantes. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une redistribution en fait de cette molécule dans la structure au cours du temps. Et
En noir, vous avez là où elles s'accumulent, et au site où on va avoir création des fleurs, on a accumulation d'auxine. Et en fait, ce qu'il y a derrière, et c'est ce que j'illustre sur l'autre partie de cette diapositive à droite, c'est un processus d'auto-organisation qu'on peut modéliser comme ce que j'ai illustré là, par exemple, avec chaque fleur inhibant la production des autres fleurs à proximité. Et avec la croissance, en fait, on arrive à la position K, là, à avoir une inhibition minimale qui va permettre la génération d'une nouvelle fleur. Donc, avec des approches expérimentales et des approches de modélisation, on peut essayer de comprendre en fait comment des communications comme ça entre différentes parties de la structure permettent de faire émerger une dynamique qui va permettre en fait de construire de façon tout au long de la vie de la plante l'organisation de la tige. Ok, et donc ça permet, c'est ce processus qui permet d'arriver à ces architectures végétales qu'on voit beaucoup, qui sont, moi je trouve, magnifiques. Donc on voit les spirales en haut, on voit 2 types d'organisation. Donc on a toute une variété qui est notamment liée aussi au type d'organes qui sont produits, des feuilles ou des fleurs, leur forme, etc. Et derrière, il y a une fonction une fonction de protection, par exemple, à l'apex de la tige, le fait que toutes les fleurs soient fermées autour de ce tissu, ça le protège. Il y a une fonction dans la capture lumineuse, avec comment les feuilles sont distribuées. Il y a des fonctions dans la reproduction, accessibilité des fleurs, etc. etc. Donc voilà, c'est toutes les questions qui sont derrière. Alors après, comment on passe de ça à une application biomimétique. Je vais vous montrer quelques exemples, en passant aussi les échelles un petit peu, moi, comme je le fais dans ma recherche. Donc l'idée générale, c'est de s'inspirer des plantes en architecture et urbanisme, de manière à concevoir des solutions pour la création de maisons, de quartiers, et je vous montrerai également même de matériaux qui vont permettre de mettre en place en fait une architecture pensée comme optimisée pour sa forme et son habitabilité en fonction de contraintes environnementales, avec derrière aussi des réflexions évidemment sur une économie circulaire, etc. Donc on s'inscrit bien dans ce mode de raisonnement. Donc un premier exemple qui est en fait la première construction qu'on avait fait ensemble avec Nicolas, qui était ce qu'on appelait la maison spirale, qui a été construite à Malakoff, qui est une maison d'habitation. Et là, au lieu de faire on va dire un bête cube, on a fait un ensemble de niveaux qu'on a fait tourner en fait en suivant cette idée de la spirale, de manière à aller chercher un maximum de lumière. Et donc l'idée qu'il y a derrière de la lumière, c'est chercher la lumière, c'est réguler également les propriétés thermiques d'un logement, et également aussi travailler sur le bien-être des personnes qui vivent dans un espace, puisque la lumière est absolument fondamentale pour ça. Donc on peut aller plus loin et faire ça au niveau d'un quartier. Ça, c'est un quartier qui a été construit à Vitry-sur-Seine, où là, donc, au lieu d'avoir... on a fait ce travail sur chacune des maisons, mais également sur la distribution des maisons, de manière à avoir un ensemble en fait, de bâtiments qui va chercher au maximum la lumière. Et on peut aller également plus loin. Alors là, je dois avoir un petit film qui va peut-être se lancer. Est-ce que le film va se lancer? Flûte. Le film ne se lance pas. C'est un peu frustrant, ça. Excuse-moi, Théva. Ouais. Je vous présente Ludovic Vincent de Biomed, voilà, qui rejoint la séquence suite à un retard de train. Merci beaucoup. Pose-toi tranquillement, Ludovic. Et merci d'être là et de rejoindre cet échange. Tu as un problème de vidéo, Théva? Ouais, j'avais une petite vidéo là qui ne se lance pas, mais bon, je vais décrire ce qui se passe. Merci beaucoup. C'est pas grave. Donc l'idée là, c'est d'aller plus loin, c'est carrément de modéliser en fait cette distribution. Donc sur le film que j'arrive pas à lancer en bas, c'est le genre de distribution que vous voyez en haut au centre. L'idée, c'est que on va prendre une parcelle, on met une spirale là-dessus qui va être une spirale d'exploration de la parcelle en fait. Et donc on va initier en fait le modèle à un endroit, et ensuite le modèle va passer un gabarit à une deuxième position, et va faire un calcul de capture de la lumière. Okay, et on va explorer comme ça l'intégralité de l'espace. On peut rentrer tout un nombre de paramètres liés au plan local d'urbanisme, etc. Et à la fin, donc, on va obtenir une distribution de gabarits, un ensemble de distributions de gabarits. Et ça, c'est des outils pour les architectes, pour les urbanistes, de façon à décider en fait de quelle distribution ils veulent prendre. Et derrière, on a un calcul qui permet de dire on a tel ou tel niveau de gain en termes
énergétique potentiellement avec cette distribution. Et donc les calculs qu'on arrive à faire là-dedans, c'est des économies de l'ordre de 15 à 35% sur les postes de chauffage, hein, ce qui est extrêmement significatif avec une réflexion qui est purement sur la géométrie. On est totalement amont par rapport à toute solution technologiquement avancée. Et donc c'est une manière en fait low cost, hein, de penser le problème, mais qui nous semble particulièrement pertinente, hein, à l'heure actuelle. Alors si je descends d'échelle, on peut très rapidement aussi, là mon modèle ne va pas se jouer, mais on peut s'inspirer également de la forme de la feuille de charme, et de la manière dont elle est repliée en fait à l'intérieur des bourgeons, parce qu'il a été montré que cette forme en fait permet un repliement optimal au sein d'un bourgeon fermé, et donc on peut concevoir une forme je trouve plus mon mot. D'un agencement, d'un appartement, d'un bâtiment. Non. Un store, pardon, une forme d'un store qui va se plier après de façon passive avec des changements de température, et donc qui va minimiser le volume occupé par ce store une fois fermé. Et donc on peut après, à droite, créer des façades comme ça, recouvertes avec ces stores, hein, qui vont permettre également des gains énergétiques extrêmement importants, hein, jusqu'à 50% de gains énergétiques avec ce genre de travail. Voilà, on peut descendre encore d'échelle, aller au niveau de la cellule. Alors là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on avait appelé le biomime, le biomime pavillon, qui avait été exposé en fait au Biomime Expo il y a quelques années, hein, qui à l'heure actuelle est à la Biennale de Saint-Étienne, si vous y allez. Et donc on s'est inspiré de la forme des cellules végétales pour concevoir des parois, dans lequel on minimise la quantité de bois utilisé. On utilisait du bois de recyclage aussi. Et on arrive à créer des parois avec à peu près 50% de matériaux économisés et une résistance mécanique qui est similaire à une paroi pleine, hein. Donc là encore, une approche qui nous semble extrêmement pertinente. Et pour finir, donc je vais encore descendre d'échelle et aller au niveau de la paroi des cellules. Alors, vous avez ça en haut à gauche, hein, la paroi des cellules, de façon très simple, hein, c'est un gel dans lequel on a des fibres, hein, les fibres de cellulose. Et on a utilisé cette inspiration pour essayer de répondre au problème des sargasses dans la zone tropicale, hein. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous avez une photo là d'un amoncellement de sargasses sur les plages, notamment dans les Antilles, hein. Ça fermente, ça produit du H2S, hein, donc c'est un véritable problème de santé publique. Et une manière en fait de répondre, une manière qu'on a trouvé pour répondre à ça, c'est de mettre ces sargasses dans des algues, hein, c'est des fibres en fait, dans des briques de terre, c'est des fibres. Donc là, on est aussi dans une idée d'économie circulaire. On peut créer des panneaux également. Et ces briques ont d'excellentes propriétés mécaniques et thermiques, hein. Donc ça nous semble aussi une manière intelligente pour s'inspirer des plantes et avancer des solutions sur des problèmes qui touchent la vie de tous les jours de millions de personnes, hein, à l'heure actuelle. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai été probablement un petit peu long. Non, c'est très bien. Merci beaucoup pour cette intervention qui, je pense, était très claire. Alors, il y a une question qui me vient tout de suite. Vous pouvez vous rasseoir. C'est à combien d'années on est de créer des quartiers entiers ou des villes entières inspirées de cette phyllotaxie des plantes, en fait? Est-ce que c'est déjà quelque chose de connu dans le milieu de l'architecture et du bâtiment? Et est-ce que c'est très, très largement déployé? À combien d'années on est de ça? Alors, moi je dirais que nous on est prêts, c'est-à-dire que la manière de le faire, elle est en place, on a un logiciel qui est développé. Après, l'impact que ça, son déploiement à l'heure actuelle est resté relativement limité, hein. Il y a déjà eu ça a déjà été mentionné là précédemment, mais la manière dont les esprits changent est extrêmement lente, et il y a des contraintes liées à ça, évidemment, hein. C'est si on construit de façon extrêmement compacte une zone avec des bâtiments extrêmement compactés, on va avoir du mal en fait à utiliser ce genre d'approche. Donc il y a besoin aussi de penser différemment la manière dont on conçoit des quartiers et dont on conçoit des bâtiments, de manière à ce que ce genre d'approche prenne toute sa signification et justement permette ces gains énergétiques derrière. Merci beaucoup. Du coup, notre deuxième invité est arrivé entre-temps. Bienvenue, Ludovic. Merci, bonjour à tous. Et Ludovic donc, je reprends, mais
note rapidement, mais vous êtes chercheur agronome et CEO et cofondateur de Biomed, et vous déployez des services de bio-ingénierie au service de l'environnement et de la phytoremédiation, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc je vais vous laisser parler un peu des travaux que vous faites et de la façon dont vous utilisez les plantes pour nous rendre service. Oui, je peux. C'est par rapport au diapo, ça ira normalement, c'est bon. Ouais. Bonjour, rebonjour à tous, navré pour le retard, merci pour l'invitation de Biomime Expo. Je suis le cofondateur avec Patricia de la start-up Biomed. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, notre objectif, notre enjeu, c'est de pouvoir remédier à la pollution des sols, qui est malheureusement un enjeu généralisé à l'échelle du globe et qui impacte énormément la santé des gens, la qualité des écosystèmes, la vie globalement. Il y a une étude de Santé publique France qui a montré que 100% de la cohorte analysée en France, de la population française, présentait des niveaux anormaux de métaux lourds notamment. Et donc on est tous exposés à ces éléments-là. Et notre idée, en fait, c'est de capitaliser, d'utiliser un mécanisme particulier des plantes qui s'appelle la phytoextraction. C'est en fait des plantes qui se sont adaptées à des milieux où il y a justement naturellement ou géologiquement ces métaux lourds qui sont présents dans les sols et qui vont venir les capter avec leurs racines et les stocker dans leur biomasse. Ça va leur servir par exemple de protection contre les agresseurs, ça va leur servir à coloniser des milieux qui peuvent être difficilement accessibles pour d'autres espèces, et on va utiliser ces capacités des plantes pour pouvoir remédier aux pollutions des sols que l'humain malheureusement a réparties un petit peu partout. Donc on travaille par exemple sur le cuivre, qui est un élément qui est très utilisé en agriculture et qui pose beaucoup de problèmes de fertilité des sols, de destruction des vers de terre, etc. En fait, on travaille avec une des plus grandes collections de plantes au monde qu'on va venir screener, identifier quelle plante est capable de retirer quel élément des sols, et ensuite utiliser ces plantes, les plantes qui sont locales et les plus adaptées au milieu qu'on va venir traiter, pour pouvoir remédier à ces problématiques de sol. Donc c'est un mécanisme qui paraît incroyable, mais c'est vrai que la nature a des ressorts très, très forts et a des milliards d'années d'évolution qui lui ont permis de trouver des solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer actuellement. Et c'est une bibliothèque incroyable et formidable pour trouver des solutions pour l'avenir. Merci. Ouais, merci à vous. Alors, pareil, j'ai beaucoup de questions sur la temporalité. Actuellement, les solutions que vous testez et que vous développez, est-ce que vous vous basez sur des plantes en particulier, et combien de temps vous estimez qu'il faut prendre pour dépolluer un site donné, un champ Alors la nature prend du temps, c'est vrai qu'on n'est pas sur des traitements physico-chimiques qui peuvent être très rapides mais qui vont dégrader les qualités agronomiques du sol. Donc ça peut prendre 5, 10, 15, 20 ans, ça va dépendre de la pollution et des niveaux de pollution qu'il peut y avoir dans les sols. C'est vrai que la nature prend son temps pour un certain nombre de mécanismes. Nous, on a choisi de ne pas faire d'OGM, de rester sur des variétés naturelles et d'utiliser leurs capacités naturelles. Donc forcément, ça donne des gaps de temps qui sont aussi élevés. Mais c'est vrai qu'on peut dégrader un milieu très très rapidement. Après, pouvoir renaturer ce milieu, lui redonner ses propriétés initiales, ça prend forcément du temps. Il faut accepter que ce qu'on a dégradé en très peu de temps, finalement, on va prendre peut-être des centaines d'années à revenir à la normale en termes écologiques. Alors, autre question aussi, est-ce que vous utilisez des espèces qui sont locales, endémiques de France, ou est-ce que vous utilisez des espèces qui viennent plutôt d'ailleurs, mais qui sont bénéfiques pour les propriétés qu'elles ont dans leur milieu? Non, on prend à chaque fois des variétés qui sont locales. Alors françaises, européennes, ça dépend des endroits sur lesquels on travaille. On travaille en France, en Europe et un petit peu maintenant en Amérique du Sud. Et à chaque fois, l'idée, c'est de pouvoir trouver des variétés sur place qui vont être adaptées aux conditions naturelles. Et une question qu'on pose souvent quand on parle de phytoextraction, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite des plantes qui ont servi à l'extraction, et comment on traite la matière qu'elles ont extraite du sol? Oui, alors nous, c'est vrai qu'on a une logique vraiment d'extraire des polluants, des problèmes des sols. Il y a d'autres entreprises qui sont plutôt positionnées sur de l'extraction minière, ça s'appelle le biomining. C'est pareil, l'utilisation éventuellement de plantes ou d'autres ressources biologiques pour extraire des éléments d'intérêt. Donc nous, c'est plutôt des pollutions. Et l'idée, c'est de revaloriser quand même
une partie de la biomasse, donc par exemple en énergie, avec du biogaz, etc. Certains éléments particuliers peuvent être revalorisés. Le cuivre, par exemple, c'est un oligo-élément, il peut être réutilisé dans un certain nombre de filières. Par contre, on a beaucoup de polluants dont on ne veut pas, qu'ils se retrouvent à nouveau dans le cycle du vivant. Donc ceux-là, on va les confiner pour justement qu'ils ne reviennent pas dans le cycle. Est-ce que les plantes que vous sélectionnez justement pour les polluants, est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui ont des capacités de transformation justement de ces polluants pour les rendre ça peut, effectivement, par exemple sur le mercure, il y a certaines plantes qui s'appellent la phytovolatilisation, qui vont être capables de changer la forme du mercure. Il y a des plantes qui en association avec des micro-organismes vont être capables de dégrader des polluants organiques, par exemple. Et donc il y a tout un tas de mécanismes des plantes en association avec les micro-organismes, avec les champignons, qui vont permettre soit de dégrader, effectivement, dans ce cas-là, le problème ne se pose plus du stockage, soit de les extraire. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a cette partie-là qui est importante. On va continuer sur les exemples du coup de comment les plantes peuvent nous rendre service. Et c'est moi qui vais prendre la parole puisque j'avais aussi prévu un talk avant d'être propulsée animatrice de cette table ronde. Moi, je suis docteur en biologie moléculaire et actuellement, je fais de la recherche dans une discipline qui s'appelle l'ethnopharmacologie. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Je suis également communicante scientifique depuis encore plus longtemps que ce que je fais de la recherche. Et donc, je voulais vous parler un peu de mon travail dans l'entreprise dans laquelle je suis, qui s'appelle Benefit. Donc, notre objectif, c'est de valoriser et de développer le patrimoine culturel autour du végétal dans le bassin rhénan. À l'origine, cette entreprise travaille sur la question de la douleur chronique. Alors, si je vous donne une définition de qu'est-ce que c'est que la douleur, les institutions officielles donnent comme définition que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion d'un tissu réel ou potentiel, ou alors décrite en ces termes. Ça couvre quand même beaucoup de choses. Il y a deux façons d'avoir mal. En gros, vous avez ce qu'on appelle la douleur aiguë qui est nécessaire à votre organisme, puisque c'est un signal d'alarme et un signal de protection. Vous posez votre main sur une plaque électrique, c'est chaud, ça vous brûle, vous enlevez votre main, c'est à ça que sert la douleur. C'est un symptôme dont la cause peut être traitée. Vous retirez votre main et puis vous mettez des glaçons, ça va tout de suite mieux. Et vous pouvez utiliser des traitements antalgiques ponctuels pour faire cesser la douleur. Quand on parle de douleur chronique, on est sur une pathologie qui touche un endroit du système nerveux qui n'est pas forcément bien identifié. C'est un problème qui dure plus de 3 mois, plus de 6 mois, et qui est plus global avec des causes qu'on n'est pas toujours capable d'identifier. Et les traitements pour les douleurs chroniques sont encore très peu développés et très peu efficaces. Le principal recours, c'est les opioïdes qui ont des problèmes de dépendance, etc. Donc, c'est un système qui est assez généralisé. Selon les estimations, il y a jusqu'à 30% de la population mondiale qui souffrira un jour dans sa vie d'une douleur chronique, ce qui est beaucoup. Et pour une personne sur 10, ça deviendrait quasiment incapacitant au point de ne plus pouvoir mener sa vie quotidienne. Et donc, on a besoin de trouver des solutions nouvelles. Et pour ça, on utilise l'approche ethnopharmacologique. Alors, je vous fais juste un récapitulatif de comment ça fonctionne la douleur, très schématiquement. En gros, vous avez une lésion sur la peau, la douleur se propage, elle est traduite en inflammation, en signal de douleur via des récepteurs à la douleur. Puis, cette information va être régulée au niveau de votre moelle épinière, elle va monter au cerveau où elle va être perçue, c'est là que vous comprenez que vous avez mal. Et puis vous allez déclencher une réaction. Et donc, dans l'approche ethnopharmacologique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire, on va chercher des substances végétales qui vont interférer à un endroit de ce système-là de réaction. Et plutôt que de tester tout au hasard, ce qui serait beaucoup trop long, il y a 400 000 espèces de plantes différentes à la surface du globe, donc ça fait beaucoup de plantes à chercher, on va utiliser l'ethnopharmacologie, c'est l'étude des pharmacopées traditionnelles et des matières d'origine végétale qui ont été utilisées à des fins thérapeutiques, curatives, préventives, etc. On ne sait pas souvent d'où viennent les usages traditionnels, des fois ça remonte à l'observation d'animaux dans la nature, il y a d'ailleurs une discipline qui s'intéresse à ça qui s'appelle la zoopharmacognosie. Et cette approche nous permet de cibler l'étude de composés. Donc, nous, on se base sur des études de corpus de textes. Certains vont faire des enquêtes sur le terrain auprès de populations. Et donc, on cherche dans ces ouvrages historiques des mentions de douleur ou de pathologies associées à la douleur. Ce n'est pas toujours décrit en ces termes douleur. Et on va faire un inventaire des plantes et des usages associés. L'avantage de cette approche, c'est que ce sont des alternatives qu'on peut considérer, entre guillemets,
comme sûr, puisque c'est basé sur un recul d'usage suffisamment long. Il y a souvent une meilleure réception de ce genre de traitement parce qu'on a tendance à croire que tout ce qui est naturel, c'est bien, c'est positif. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme le précisait Guillaume Lecointre, il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques aussi. Et ça nous permet aussi de valoriser des cultures et des traditions et du patrimoine. Voilà. Donc, on a déjà travaillé avec plusieurs plantes, dont le calaman et la menthe poivrée, qui sont 2 plantes de la famille des Lamiacées. On a travaillé un peu sur la consoude, et en ce moment, on travaille sur le chou. C'est original. Souvent, on s'intéresse à des plantes exotiques qui viennent de très loin, mais en réalité, dans le bassin rhénan, en Alsace, par exemple, on utilisait le cataplasme de feuilles de chou pour soigner les douleurs articulaires. Voilà. Donc, qu'en est-il de cette plante ? C'est ce qu'on essaye de découvrir. Une originalité aussi de notre façon de travailler, c'est qu'on fait des partenariats, donc on est une entreprise, mais on fait des partenariats avec l'université, notamment dans le cadre du VG Lab, qui est un programme où des étudiants de master peuvent travailler sur un projet concret de recherche en entreprise. Donc ils sont en train d'étudier la possibilité d'une filière verte de récupération de matériel de choux, notamment de la production de choux pour notre travail. On travaille avec des laboratoires à la faculté de pharmacie pour développer des méthodes d'extraction verte aussi, puisque si déjà on extrait des composés, on veut éviter de polluer en le faisant, si possible. Et on travaille en collaboration avec l'Institut de neurosciences pour d'éventuelles études in vivo qui arrivent par la suite quand on a des composés à tester. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des résultats, hein, mais un autre aspect intéressant, c'est que comme on touche à quelque chose de patrimonial et qu'on souhaite valoriser des pratiques, des usages et quelque chose qui relève du domaine de l'histoire, on a essayé de nouer des partenariats localement avec des structures, soit de médiation, soit de sensibilisation à la thématique. Et donc, quelques exemples de ce qu'on a fait. On a proposé au Shadok, qui est un tiers-lieu dédié au numérique à Strasbourg, un cycle événementiel autour de la botanique numérique, en proposant des activités autour des usages des plantes en utilisant le numérique, des QR codes et ce genre de choses. On a développé une petite île botanique sur laquelle les gens peuvent observer les plantes et comprendre des choses à leur sujet dans des formats interactifs. On a créé des conférences-jeux aussi, des conférences dont vous êtes le héros en collaboration avec Random Bazaar, qui est une entreprise strasbourgeoise. Et donc voilà, on essaye de créer des outils un peu innovants pour transmettre ces informations. On a aussi travaillé avec Tela Botanica et l'Écomusée d'Alsace, qui est une structure muséale en Alsace assez connue, sur des méthodes d'inventaire participatif et de recensement collectif des usages connus des plantes lorsqu'ils visitent l'Écomusée d'Alsace. Et on les a également accompagnés à créer des expositions autour de la pharmacopée traditionnelle et du patrimoine sur le soin. Donc, c'est quelques exemples comme ça de ce qu'une entreprise peut faire. Des fois, les résultats pour arriver à une solution concrète sur le terrain sont assez longs. Par contre, ce qu'on peut faire chemin faisant quand on apprend des choses, c'est les transmettre et sensibiliser le public à toutes ces questions. Parce que le public, au final, c'est les personnes qui vont consommer tout ce que vous allez produire en termes d'innovation, et c'est important qu'eux aussi soient inclus dans la boucle et inclus dans la compréhension de tous les enjeux qu'il y a autour de développer des solutions innovantes. Voilà. Donc nos missions, si je devais résumer, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est peut-être une démarche qui sort un peu de l'ordinaire, mais c'est d'innover dans le traitement phytothérapeutique de la douleur chronique, d'avoir une mission réelle localement de conservation du patrimoine culturel et de la biologie des plantes, et de sensibiliser le public chemin faisant à l'importance de la biodiversité et à toutes les ressources qu'il y a sur place localement chez nous. Je termine juste pour vous dire 2 mots sur Donc, les 2 intervenants que vous avez vus avant ont des stands que je vous invite à aller consulter. Voilà. Allez leur rendre visite et parler de ce qu'ils font, c'est important. Comme moi, j'ai pas de stand, je profite pour faire de l'autopromo pour quelques initiatives qui peuvent vous intéresser, soit en tant que chercheur, soit en tant qu'entrepreneur aussi. C'est des initiatives de communication scientifique. Donc, j'ai un blog avec lequel j'ai commencé à communiquer qui s'appelle le Plantoscope. J'anime un podcast qui s'appelle Podcast Science, sur lequel vous pouvez intervenir en tant qu'invité pour parler de votre sujet de recherche et de votre thématique. Je suis membre du Café des Sciences, qui est un collectif de vulgarisation avec plein de gens très bien que vous pouvez contacter pour communiquer. Et vous connaissez peut-être le festival Pint of Science, qui invite des chercheurs
dans les bars au mois de mai. Donc si vous voulez participer et contribuer à la communication et à la diffusion des sciences et de l'innovation et du biomimétisme, n'hésitez pas à contacter l'une de ces initiatives et ils vous accueilleront à bras ouverts. Voilà, merci. Donc maintenant que j'ai fait mon petit message, je vais reprendre notre discussion avec nos intervenants. Alors, une chose qui m'interroge toujours quand je rencontre d'autres personnes qui sont intéressées par les plantes et qui essayent de les valoriser dans des usages, c'est comment est-ce que vous en êtes arrivé là, en fait? Pourquoi vous avez déjà choisi les plantes comme domaine d'études? Moi, personnellement, à la fac, on m'a fortement dissuadée d'aller étudier les plantes parce que c'était considéré un peu comme une sous-biologie. Les plantes, ça ne bouge pas, ce n'est pas très intéressant. J'étais dans ce courant de pensée dans mon université. Donc, comment ça s'est passé pour vous et pourquoi vous êtes lancé un peu dans l'étude des plantes? Alors effectivement, moi, je te rejoins. C'est vrai que dans les études, souvent la botanique est un petit peu un parent pauvre, parce qu'on a l'impression qu'on sait déjà tout des plantes. C'est vrai que la biologie, dans beaucoup d'inconscience, c'est la santé, c'est la biologie humaine, enfin, l'écologie pour certains, mais c'est vrai que les plantes en tant que telles, c'est encore peu développé. Ça l'a été beaucoup au siècle passé. Nous, on travaille avec des collections qui ont parfois 200 ans, et c'est vrai que c'est devenu moins intéressant peut-être, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. On parle du problème du carbone. Les plantes sont, les phytoplanctons également, un puits de carbone exceptionnel. La diversité des plantes qui malheureusement, comme toutes les diversités sont en train de s'effondrer. Et on n'a jamais eu autant besoin de comprendre les plantes, les mécanismes qui les lient à l'ensemble des autres organismes vivants, leur façon de communiquer, de se développer. Et leur statisme leur a fait développer des mécanismes qui au contraire, sont extrêmement habiles et extrêmement intéressants. Et ce qui nous paraît simple et pas forcément intéressant d'un point de vue intellectuel, au contraire, recèle des mécanismes qui sont, à mon avis, très intéressants pour l'avenir. Donc voilà, moi, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Alors, je suis ingénieur agronome, donc forcément, les plantes, ça fait partie de l'histoire de l'agriculture humaine. Et justement, j'avais un intérêt aussi particulier par rapport à ces plantes, à leur façon de se développer, à leur façon de coloniser des milieux et d'interagir entre elles. Voilà. Moi, il y a un historique personnel pour commencer. C'est vrai que je suis né à Tahiti, j'ai des racines antillaises et j'ai passé une bonne partie de mon enfance au Maroc, dans les forêts. Et je pense que quand on vit en ville, comme beaucoup d'entre nous, on a tendance à se voir comme extérieur à la nature. On en a parlé ce matin. Et dès qu'on est dans la nature, en fait, on est principalement avec les plantes en premier lieu. Et donc, pour moi, ça a toujours été une composante absolument, je veux dire, essentiel de mon milieu de vie. Donc quelque chose de tout à fait, enfin un objet naturel auquel m'intéresser. Et en fait, c'est venu tout seul au cours de mes études, cet intérêt. C'est vrai que j'aurais très bien pu. Je fais de la biologie des développements avec des outils qui sont utilisés également chez les animaux, donc je pourrais le faire et également avec des systèmes animaux. Je trouve ça plus intéressant de faire ça justement dans des systèmes végétaux parce qu'ils ont des caractéristiques que j'ai essayé de décrire, qui sont absolument fabuleuses, comme cette capacité justement à générer des nouvelles structures en permanence. On parle des cellules souches chez les animaux, il y a des cellules souches chez les plantes. Le tissu que je vous ai montré, c'est une niche de cellules souches et qui justement va avoir cette capacité d'organogénèse permanente. Et donc comprendre comment ces organismes perdurent, construisent, etc. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Et je suis souvent choqué justement par le manque de connaissances de mes collègues qui travaillent plutôt sur les systèmes animaux, justement en biologie de développement. Moi, en tant que biologiste végétal, je connais relativement bien ces systèmes-là également, et ça donne des idées. La réciproque est rarement vraie, et donc dans ma démarche aussi, et c'est aussi pour ça que je suis content d'être ici aujourd'hui, il y a cette nécessité de mettre en avant les systèmes végétaux et de rappeler aussi quelque chose, c'est qu'en termes de biomasse, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais les formes végétales, c'est de l'ordre de 70% de ce qui existe sur Terre, quoi. Nous, on est un petit carré, les animaux, je veux dire, on est un petit carré à 1%, comme ça, quelque part. Donc, on est ridicule en termes de biomasse. Et je pense qu'il faudrait un petit peu se souvenir de ça de temps en temps et regarder ce qu'on a autour. Voilà.
Et un de mes enseignants qui disait en introduction de ses conférences que si on regarde de l'espace, en réalité, la planète bleue n'est pas vraiment bleue, elle est verte, plus que bleue. J'avais une question par rapport aussi à votre transition vers la valorisation des plantes dans un parcours entrepreneurial. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas toujours été encouragé à l'université et ça a tendance à changer aussi. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait faire la transition vers l'entrepreneuriat et l'innovation ? Alors moi j'ai fini une formation d'étudiant entrepreneur pour me former un petit peu justement à l'entrepreneuriat. C'est pas forcément naturel et il y a aussi la question de la réussite et de l'échec, de la persévérance, plein de choses. Enfin, on est les formations sont très compétitives. On a un petit peu des destinations qui sont un peu classiques. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat en fait pas partie. Et justement, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, surtout à un moment où on doit trouver des solutions à des problèmes complexes, réussir à proposer ses propres solutions en s'appuyant sur ce qui est fait en recherche. On a une recherche qui est extrêmement riche et malheureusement souvent la transition entre ces deux mondes ne se fait pas forcément, alors qu'on a énormément de savoir, énormément de compétences qui peuvent être des outils pour l'avenir. Et c'était l'idée, c'était un petit peu ça, c'était faire ce lien sur un épi savoir, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir, au moins sur ce point-là, proposer quelque chose de nouveau. Moi j'ai un parcours qui est très, très académique, hein, jusqu'à récemment, et puisque même dans l'application en fait des biomimétiques, hein, de mes recherches, hein, c'est des choses que j'ai fait en restant académique, hein, vraiment dans le cadre d'une collaboration. Là, j'ai passé le pas, enfin, je suis passé à l'étape d'après il y a relativement peu, sans aucune formation pour devenir entrepreneur ou quoi que ce soit, mais je veux dire parce que justement, je ne suis pas tout seul là-dedans et que donc Nicolas, avec qui je travaille, lui a cet esprit d'entrepreneur, et donc ça m'a donné l'environnement en fait pour avoir envie de faire ça, et puis c'est ça, sauter le pas et avancer là-dedans. Et je suis assez d'accord, hein, qu'il y a un vrai manque là-dessus. Je pense souvent dans les études, hein, sur l'entrepreneuriat et sur le fait que c'est non seulement une expérience intéressante, et puis en plus une entreprise qui n'est pas si difficile que ça à faire. Parfois il suffit de se lancer parce qu'on a une bonne idée, et ouais, ça c'est un message important aussi. Quelque chose qui m'a fait réagir quand on a préparé la table ronde ensemble, c'est que vous disiez, Théva, que vous étiez aussi lancé là-dedans parce que les plantes c'était beau. Et c'est vrai, oui. C'est vrai que le lien avec l'architecture du coup et la structure et la beauté des agencements qu'on peut faire, peut-être que c'est aussi un vecteur de transformation du regard qu'ont les gens sur l'objet plante et ainsi de suite. C'est vrai que mon intérêt initial est vraiment un intérêt... oui, enfin, une attraction pour la beauté des plantes, et je veux dire même un intérêt quasi poétique, hein, parce que je trouve que c'est des organismes assez fabuleux, hein, et j'ai quand même eu des gens, enfin, y compris des biologistes, hein, qui me demandaient parfois si les plantes étaient vivantes, hein. Donc, il y a des problèmes profonds dans notre conception des plantes. Et c'est vrai que, enfin, le parallèle avec l'architecture là est vraiment intéressant, hein, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à travailler là-dessus, hein, simplement en étant avec Nicolas, en se disant au final on travaille tous les deux sur l'architecture et sur un problème en fait qui est assez similaire. Une plante, elle construit une architecture avec des contraintes internes, hein, qui sont un programme génétique, hein, pour mettre en place des fonctions, etc., comme on l'a dit précédemment, mais également en réponse à des contraintes environnementales en fait, qui vont déterminer dans quelle direction en fait, part la construction de cette architecture. Et au final, on peut voir, c'est ce que j'expliquais aussi un petit peu avant, on peut voir la manière de construire une maison, un quartier, un petit peu de la même manière, pas simplement dire, bon voilà, on a un espace, on met une grille, on met les choses là. Non, on met ça, on a un certain nombre de contraintes, par exemple la circulation des eaux sur la parcelle, une direction de vent de froid, par exemple l'hiver, de telle direction majoritaire dont on veut se protéger, etc. Et tous ces éléments-là, en fait, peuvent permettre de concevoir justement l'ensemble, un peu de la même manière que la plante le ferait, quoi. Donc c'est pas gratuit en fait comme parallèle. Et c'est vrai que moi, pour moi, ça a été un peu une respiration que de me lancer en fait dans ces approches avec Nicolas, parce que ça faisait une ouverture
vers un impact, enfin, ça faisait un impact sociétal d'une recherche que je fais qui est extrêmement fondamentale. Et je trouve que c'est un bon exemple, justement. Pour les chercheurs, c'est pas parce qu'on fait quelque chose de très fondamental qu'il n'y a pas forcément une application, mais qui n'a strictement rien à voir immédiatement avec ce qu'on fait, en tout cas pas avec les détails de ce qu'on fait, mais qui peut être à l'échelle au-dessus, en fait, et avoir une portée vraiment, vraiment importante. Alors ça, c'est un constat que je me fais régulièrement, c'est que finalement, quand on se réintéresse aux plantes, actuellement dans la société, c'est uniquement par le prisme des usages et de l'utilité qu'on peut en tirer, et on a tendance à ne pas aller vers vraiment leur fonctionnement réel, vers leur identité en tant que plante, qu'est-ce qui fait leur spécificité, qu'est-ce qui fait comprendre comment elles fonctionnent, prendre le temps de le faire, et voilà, en écho à ça, voir quelque chose, l'usage, déployer un usage à quelque chose de très fondamental, à l'inverse, c'est aussi intéressant de partir de l'usage, mais aussi d'aller creuser. Et c'est pour ça que ce partenariat et cet échange entre les entrepreneurs et les chercheurs, pour moi, c'est un dialogue très, très important qu'il faut maintenir et consolider. Enfin, je ne sais pas si vous avez des réactions à ce sujet, si vous avez le même constat. Si, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que l'être humain est utilitariste. Enfin, il a instrumentalisé la nature et beaucoup de choses. Mais si on ne comprend pas les choses, en les utilisant, on les détruit en fait. Et je pense que cette compréhension du monde est nécessaire à un bon usage du monde. Et ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, on a oublié cette partie conscience du monde pour l'utilisation des ressources. C'est très bien dit, et ça, en fait, ça pointe à l'importance justement d'une recherche fondamentale, et pas parce que en termes d'utilitarisme, c'est non seulement pour les plantes, mais un petit peu tout ce qu'on fait dans la société doit être utilitariste. Et il y a eu cette tendance en fait de fond très forte, pas qu'en France, partout dans le monde, à justement transformer la recherche académique en une recherche qui a des applications rapides, potentielles, au bénéfice de l'humain, etc. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que déjà simplement de comprendre le monde dans lequel on est, ça nous apporte des solutions sans forcément en fait essayer d'appliquer directement le savoir. Donc la recherche fondamentale elle-même, elle porte énormément d'espoir et de potentiel. Et ça a été prouvé, mais de multiples fois dans l'histoire des sciences, que c'est jamais là où on l'attend que les réponses viennent. Elles viennent à l'opposé complètement. Donc on n'est jamais capable de prévoir d'où est-ce que ça va venir. Donc on peut le faire d'une certaine manière une fois que les connaissances sont suffisamment développées, mais très en amont, c'est absolument impossible. Donc là, on a vu 3 exemples d'usage. Donc, utiliser le végétal dans l'architecture pour l'urbanisme, utiliser le végétal pour la phytoremédiation, enfin la réparation de l'environnement, on pourrait le dire comme ça, pour la santé humaine. Est-ce que, si on sort un peu de ce cadre-là, vous, à titre personnel, vous misez sur certaines innovations en particulier sur lesquelles les plantes vont vraiment pouvoir nous dépanner dans le futur? Quels sont les points de recherche importants, à votre sens, pour le futur direct là? Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de remettre le végétal au cœur de nos sociétés. Enfin, c'est très large, mais au cœur de nos sociétés et même de l'organisation de nos espaces. Parce que là, à l'heure actuelle, on verdit les villes. Donc, parfois, on met 3 arbres sur une allée et on pense que ça va faire quelque chose. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que ces arbres, en fait, ils sont malades à crever, ils sont en stress. Donc là aussi, ça bouge doucement, mais il faudrait revoir la conception de nos espaces pour que les plantes soient totalement intégrées en fait, là-dedans, et simplement parce que l'environnement dans lequel on vit, notre atmosphère même, et à l'origine, le fait qu'on ait de l'oxygène, ça vient de l'activité photosynthétique, pas des plantes au début, c'était des bactéries photosynthétiques, mais les plantes y contribuent énormément, et de les avoir en fait, de mêler notre monde artificiel en fait au monde végétal, au monde réel, je dirais. Il me semble que c'est une évolution vers laquelle on devrait tendre rapidement. Et ça, c'est pas les utiliser, c'est les laisser faire. Et je pense que déjà ça serait une piste il me semble que c'est une piste de réflexion majeure à prendre, et vite. Alors, moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est vrai qu'on a vu l'impact des plantes sur
notre bonheur, enfin en tout cas ce sentiment de bien-être. C'est vrai qu'on a un peu oublié dans les villes et puis ailleurs qu'on fait partie de la nature, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et on fait partie de la nature et on en a besoin en fait. Et il faut aussi qu'elle prenne part à nos activités et à nos lieux de vie, parce que sinon on va être coupé du monde et ce ne sera pas forcément ni bien pour notre avenir, ni bien pour notre santé. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions. On a 3-4 minutes. On n'avait pas prévu de micro dans la salle. Ceci dit, tu ne vas pas aimer Elodie, mais on peut improviser. On peut prendre une ou deux questions. Allez, je vous rejoins. On peut prendre une ou deux questions dans la salle. Bon, ils vont me détester en régie. Et puis, on va clôturer cette séquence plantes. Est-ce que quand même, vous n'avez pas l'impression qu'on en parle de plus en plus des plantes et que c'est plutôt une bonne dynamique? Si, il y a une tendance de fond, hein, et heureusement, hein, mais toujours un petit peu avec ce prisme utilitaire, hein, qu'il faudrait arriver à transformer quand même. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis monté jusque-là. Hein. C'est ça. Faut se rappeler qu'elles ne sont pas que intéressantes pour ce qu'elles peuvent nous apporter, mais que c'est des organismes vivants qui vivent dans un écosystème qu'on partage avec elles. Alors, un écosystème, un biotope, ça communique. Hein. Il y a des champignons mycorhiziens partout qui font de la connexion entre le mycélium et les racines des plantes. Ça fait de l'échange, ça fait du deal. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour vos apports. Je voulais savoir quel était le rôle de Tela Botanica qui vulgarise la connaissance des plantes chez vous, dans vos activités. Oui, bah alors le rôle c'est comme partenaire associatif. Hein, on a soumis un projet d'inventaire participatif qui est du coup dirigé et développé par l'association Tela Botanica. C'est une loi une loi 1901, une association loi 1901 pardon, qui est basée à Montpellier et qui promeut justement la sensibilisation à la botanique et qui chaque année propose d'accompagner des projets de sciences participatives, de les animer et d'inclure un réseau de gens qui s'intéressent aux plantes et à la botanique, et de leur permettre d'acquérir des connaissances et de l'intérêt de monter en compétences sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment juste un partenaire. On a soumis un projet pour développer cet inventaire participatif sur le site de l'Écomusée d'Alsace. Merci beaucoup. Ben oui, les sciences participatives, parce que des plantes, on en a quand même plein autour de nous, et les sciences participatives, c'est pas que compter les papillons. Exactement. On peut tout compter dans la nature. Hein. Les naturalistes vous diront pas le contraire. Et on peut aussi compter, observer les plantes. Et c'est aussi important de le faire. Actuellement, on sous-estime la disparition de la biodiversité partout, et en particulier sur les plantes, puisque personne regarde en fait. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste. Donc voilà. Bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une petite question sur la phytoextraction. Concernant du coup les plantes dépolluantes, si elles prennent dans le sol les pollutions apportées, est-ce que c'est pas que ces substrats leur servent? Et du coup, ça rejoint un peu la question qui avait été posée. Elles gardent ces substrats sans les transformer? Elles peuvent les métaboliser, ce ne sera pas forcément la même forme. Mais en tout cas, ces éléments-là vont être intégrés à leur biomasse. Oui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement, en extrayant ces plantes, pouvoir extraire aussi ces éléments. Oui. En fait, nous, on va choisir des plantes qui vont faire monter ces éléments dans leur partie aérienne. Et en retirant les plantes, du coup, on va retirer les éléments qu'elles ont absorbés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sinon, on peut en discuter après, sans problème. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour la caméra qui a suivi. Merci beaucoup pour votre participation. Un grand merci, Eléa Eberlé, pour l'animation. Merci beaucoup, Théva Vernou, Ludovic Vincent. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.